On va démarrer avec 3 scénarios possibles d'évolution des cités, logiquement sur la musique de Je t'aime moi non plus, qu'on n'entend pas trop malheureusement. Parce que oui, les cités, c'est une histoire d'amour un peu compliquée, on l'a déjà évoqué ce matin. Et on a donc 3 personnages ici présents qui vont nous présenter donc 3 scénarios envisageables, ou presque, parce qu'ils vont forcer un peu le trait, forcément, hein, c'est un peu le but du jeu. Et puis vous serez appelés en fin de séance à voter pour le scénario qui vous convient le mieux. Alors on a avec nous Nicolas Greff, alias Zorba le Grec, qui va donc nous présenter Constellé LEI 1 Soft 17.5, c'est son SIT. Oui, 17.7 ou 17.3, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Donc Zorba, bien sûr, puisqu'il danse le sirtaki en Aquitaine. On a ensuite Nicolas Monsagne, alias Jésus un ange. On peut pas monter le son parce que là, à chaque fois, il y a du... Parce que moi, j'ai eu le son à fond là-bas, je ne sais pas quoi faire. Bref, donc on a une petite musique, ouais, Stairway to Heaven, qu'on écoutera plus tard. Et puis, donc, 3e scénario avec Mathieu Bruck, alias Max de Fribourg. Ouais, il est libre Max, mais on n'entend pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc, je vous propose qu'on débute tout de suite avec la première série de questions. Pourquoi vous avez fait ce choix de système? Et on commence donc avec toi, Zorba. Merci, bonjour. Alors, je vais resituer un petit peu le contexte historique. En France, on est de très bons cartésiens et on adore la complexité. Et donc, on a déjà une organisation du tourisme en millefeuille, avec des compétences qui se recoupent. Une organisation bien complexe, mais appétissante. On a également inventé il y a quelques années une norme Tourin France pour décrire nos offres touristiques. Belle prise de tête. Et enfin, on est les spécialistes des schémas pour définir l'organisation, la diffusion, le traitement de nos informations touristiques, les fameux SIT. Dans ce contexte, les petits génies de l'informatique ont vu effectivement une opportunité pour développer des solutions pour gérer effectivement toute cette complexité. Et donc, ils nous ont proposé des solutions globales et évolutives. Et donc, il y a quelques années, nous avons fait le choix d'une solution, d'un concept made in France, Constellé 1 Soft. Je ne dis pas celui qui a inventé le nom, merci. Et donc, Constellé 1 Soft est au logiciel informatique, ce que le couteau suisse est à la coutellerie. Et effectivement, ces ingénieurs de l'informatique ont développé, ont cogité tout un ensemble de solutions. Effectivement, ils nous ont inventé le Constellé 1 Soft, qui a évolué au fur et à mesure des versions, hein, pas moins de 17 versions. Bon, hier j'étais à 16, aujourd'hui 17, c'est pas grave. Mais donc des évolutions, des versions, effectivement, c'est du marketing. Et on voit qu'effectivement, très vite, les premières versions ont intégré des fonctionnalités intéressantes pour gérer nos bases de données et nos fameux SIT. On a eu donc la V1, la V5, la V6, et puis on nous a proposé un jour la V10. Alors celle-là, elle était tellement compliquée qu'on y a renoncé parce qu'il aurait fallu quasiment 1 an pour apprendre à s'en servir. On ne l'a pas achetée, celle-là. Puis après, ils sont venus nous proposer la V12, qui était déjà plus ergonomique et surtout intégrer les nouvelles technos du numérique. Et enfin, effectivement, on a acquis la V16 et la V17, qui est dans le droit fil, avec pour principale différence l'interconnexion au réseau. Et surtout, en avant-première, j'ai l'opportunité de vous présenter le prototype de la future version, qui est Constellé 1 Soft Mobile. La possibilité d'emporter le SIT avec soi dans sa poche et de le gérer en tout point du territoire. Voilà. Pour finir, Constellé 1 Soft, ce qui est génial, c'est qu'on nous invite tous les ans à des clubs utilisateurs où on fait plein de rencontres, on travaille un peu, on découvre surtout de nouvelles contrées et tout ça dans un climat très festif. Bien alors, Nicolas,
L'autre, Nicolas, toi, c'est tout chez Google. Explique-nous pourquoi et comment. Et oui, alors moi je vais commencer par, dans un premier temps, un bref retour. Alors merci Nicolas d'avoir expliqué tout ce que c'était comme avantage ces cités. Moi, sur les 6 dernières années, qui sont à peu près la période à laquelle on a vu apparaître cette idée des cités avec un outil qui nous permettait de collecter, bonifier, enrichir, partager, syndiquer, enfin, il faisait tout. On se demandait comment il ne faisait pas encore le café. Sauf que le temps avançant, on s'aperçoit que malgré tout, on a eu des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément toujours utilisées, alors qu'elles étaient livrées pour être presque des solutions incontournables, genre la syndication. Comment vous ne syndiquez pas votre site web? Mais quelle folie, maudit soyez-vous de ne pas utiliser la syndication. On a tout organisé, tous nos offices de tourisme ont organisé autour de on a dit qu'on forçait le trait, ce maudit à citer, avec les personnels en formation, le temps de mise à jour, etc., etc. Et puis, depuis 2 ans à peu près, on nous a dit que la nouvelle version allait arriver, qu'elle était en train d'arriver, qu'elle était imminente, qu'on envoyait apparaître le bout de la souris. Et puis, bon, pour l'instant, enfin, en tout cas chez nous, on l'attend encore, a priori, sauf erreur de ma part. On se dit que si on n'utilise pas toutes les fonctionnalités, peut-être que les sites syndiqués peuvent nous apporter de la visibilité à nos prestataires qui font vivre l'économie touristique sur nos territoires. Je pose la question, j'ai évidemment pas de réponse. J'ai juste ici un chiffre qui m'a été gentiment transmis par un gros camping du Médoc, où on voit que les sites syndiqués, comment dire, c'est pas très visible tout ça. Et dans le même temps, puisque je vais évoquer Google, alors c'est pas Google Maps, pardon, c'est la Google Adresse qui a été mise en place par ce camping il y a quelques semaines à peine. On s'aperçoit que ça fait déjà brillamment plus du double. Bon, avec 1000 connexions, c'est quand même pas non plus énorme. Mais du coup, la vraie question qu'on peut se poser, c'est si je récupère pas de visibilité, est-ce que moi, en tant qu'institutionnel, j'ai pas une vocation à accompagner mes prestataires? Et là, c'est un peu la logique de l'animation numérique de territoire, avec un incontournable qui serait Google. Stairway to Heaven, on l'a pas entendu tout à l'heure. Don't be evil, disait Google. Voilà, on est dans cette idée-là. Autre volet du comparatif de la chronologie des 6 dernières années, on voit qu'il y a 6 ans, la mobilité, le Google Maps, Google partait de 0 quasiment. Et on voit à quel point ils ont vite avancé. Tellement vite d'ailleurs depuis 18 mois où maintenant on a passé le milliard de visiteurs uniques et on a développé chez Google de nouvelles plateformes, de nouveaux services, et sur une stratégie finalement très simple, qui est celle de partir de la pratique du tourisme. Vous connaissez tous le cycle du séjour du voyageur, et je vais ajouter là-dedans un certain nombre de services, de plateformes de Google, qui en fait, c'est une logique très simple. Moi, mon intérêt en tant que Google, c'est de mettre la main sur le touriste, de ne plus la lâcher, qu'il soit chez lui ou sur place en mobilité. Je dois avoir quelque chose qui va lui rendre service à lui, pas à l'ensemble des internautes qui consulteraient mon site internet syndiqué ou mon site mobile syndiqué, non, à cette personne-là, au moment où elle consulte et à l'endroit où elle consulte. Et ça, c'est une qualité de service rendue aux touristes qui me semble absolument incontournable. Bien, merci beaucoup Nicolas. On va finir donc ce petit tour d'horizon avec Mathieu. Oui, je les trouve un petit peu passéistes, moi, les Nicolas. Je ne vais pas revenir, je vais pas faire un retour vers le passé, mais je vais faire un aller-simple vers le futur. Et plutôt essayer de me projeter en fait sur des solutions et expliquer pourquoi le choix du libre en fait. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a à l'échelle d'une région, puisque c'est là que je parle, mais effectivement des centaines de personnes qui aujourd'hui travaillent sur les SIT, donc que ce soit au niveau des offices de tourisme, des DCDT ou des CRT. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui les ressources humaines existantes, alors que ce soit au niveau des opérateurs de saisie, que ce soit au niveau aussi des animateurs de réseau. Aujourd'hui, on a les ressources humaines qui pourraient nous faire orienter vers un nouveau développement, celui du libre. On a les financements. Effectivement, si on prend chaque région, chaque CDT, etc., qui finance un outil aujourd'hui SIT, et qu'on cumule un petit peu toutes ces richesses financières, on s'aperçoit que c'est des montants qui sont quand même assez conséquents et qui, mutualisés, pourraient finalement peut-être être au service du développement d'un seul et même outil qui répondrait aux besoins de chacun. On a l'expérience, c'est clair qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul, Nicolas l'a montré, je ne sais plus de quelle date remonte le premier SIT, mais
on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc c'est vrai qu'on a l'expérience du terrain, on connaît l'offre. Voilà. Donc ça, c'est quand même des arguments en notre faveur et qui peuvent permettre de partir sur des développements avec un cahier des charges déjà bien précis et bien ficelé en fonction des besoins. On peut gagner du temps, parce que c'est vrai que ce n'est pas un chantier qui va se dérouler sur 6 mois. Ceci dit, en mutualisant les compétences qui, je pense, à tous les échelons et à l'échelon national sont importantes, on peut gagner du temps et peut-être même rattraper Google, qui sait. Et puis c'est maintenant ou jamais, parce que c'est vrai que c'est dans un contexte, je pense, particulier. Hier, on a fait une petite réunion off avec les ICT, et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit que les problématiques, quelle que soit la région, quel que soit le terrain, on est tous un peu confrontés aux mêmes problématiques, et c'est peut-être le moment de tous se réunir pour aller de l'avant et réfléchir à une solution en fait alternative à celle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà pourquoi ce choix. Bien, merci à tous les trois, vous nous avez bien vendu votre sauce. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors avec votre télécommande peut-être, puisque avec la mienne ça ne marche pas. Toi non plus ? Non plus. Ouais, voilà, dès qu'on met du libre sur du Mac, ça ne marche plus. Le nouveau DJ. Hop, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, vous allez nous répondre à cette question. Comment on saisit dans votre SIT ? On saisit. Non, alors pour moi, le SIT, c'est un fonds de commerce qui est géré collectivement par un tas de producteurs, office de tourisme, CDT, CRT, les labels, même parfois la préfecture et de plus en plus les prestataires eux-mêmes. Et en fait, avec Constellinsoft, on a un super outil d'administration qui permet de gérer tout le workflow de travail collaboratif. Et donc, c'est assez génial. Une même fiche, on peut la gérer à 10, à 15, même si on veut. Et du coup, on est vraiment dans le travail en commun. Et pour autant, la saisie, c'est une chose. Derrière, il faut contrôler tout ça. Et en fait, on met en place des démarches qualité de contrôle. Alors, on a des chartes de nommage pour s'assurer de la structure de nos bases de données, mais on fait aussi du contrôle avec des règles éditoriales pour vérifier les contenus. Et puis surtout, on va sur place vérifier l'exactitude des informations. Alors moi, je voudrais faire un peu de poésie en faisant un petit pas vers l'avenir et en se disant qu'est-ce que ça peut être le futur. On a nos SIT et je pense que l'idée intéressante, c'est de les enrichir en couplant effectivement nos SIT à d'autres sources d'informations. Effectivement, des images, des vidéos partagées, mais également en intégrant les avis de voyageurs, les témoignages. Et puis, au bout de la chaîne, c'est aussi intégrer les informations chaudes des systèmes de réservation. Et puis tout ça, c'est pour transformer en fait nos entrepôts de SIT en galeries d'objets d'art. Bravo, bravo. Alors, chez Google, comment on saisit ? On fait saisir. C'est le principe de l'animation numérique de territoire. Alors, toujours fidèle à mon principe de comparaison entre ce qui sont les organisations futures et puis ma vision rétrograde. Moi, le schéma que je voulais vous proposer, c'était, alors c'est vrai que c'est très concret, c'est comment fonctionne aujourd'hui. Alors on a l'office de tourisme qui sollicite le prestataire, qui renvoie l'information à l'office de tourisme. On va prier pour que le prestataire, s'il vous plaît, du premier coup ait donné la bonne information, qui soit fiable, qui soit exhaustive, qui soit complète, qu'il n'ait rien oublié. Bon, miraculeusement, ça va. Bon, très bien. On va saisir dans le SIT, on va y passer 3 heures, mais au moins c'est bien fait, c'est un fait. Espérons que le site internet de l'office de tourisme soit syndiqué. C'est pas toujours gagné. Et là, enfin, on va commencer à donner de la visibilité à l'information que nous a transmise le prestataire. Sauf que voilà, la visibilité auprès de l'internaute, c'est bien mignon, mais l'internaute, lui, ce qu'il veut, en tout cas son réflexe, c'est aller voir Google. Et Google, il a un autre fonctionnement qui va être de valoriser les contenus qui sont donnés par le prestataire sur ces plateformes. Dans ce dispositif-là,
l'office de tourisme en intermédiaire entre le prestataire et le destinataire de l'information et le producteur de l'information. La vision Google, c'est l'office de tourisme par l'animation numérique de territoire va former, inciter, sensibiliser le prestataire qui lui-même, en tant que producteur du service touristique qui va donc générer l'économie touristique au bout du compte, mais va être lui-même le producteur de l'information. On peut donc espérer qu'il va donner les infos comme il faut. Et comme il est bien accompagné par de super brillants animateurs numériques de territoire, je vous fais un signe pour le vote tout à l'heure, ces informations-là données par le prestataire seront forcément bonnes, complètes, avec des bons contenus. Et ce faisant, je vous ai mis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, la Google Adresse. On voit que l'animateur numérique de territoire, en accompagnant le prestataire sur sa Google Adresse, va de fait pas seulement le sensibiliser aux outils Google, mais aussi à la nécessité d'investir et de gérer correctement les sites d'avis, de gérer comme il faut les contenus photos, vidéos, évidemment de valider sa Google Adresse, ce qui se recroise avec les avis sur la question de la e-réputation. En gros, on a un office de tourisme qui va passer beaucoup moins de temps derrière son ordinateur à faire de la saisie dans son SIT, mais il va former, sensibiliser, essayer d'autonomiser le prestataire dans son action web sur des outils aussi incontournables que la Google Adresse. Et ce faisant, c'est tout le territoire qui y gagne. C'est joli comme vision. Hein. Bon, comment on saisit? On saisit aussi en fait. Finalement, c'est la même chose, au plus près du terrain, parce que je pense que c'est la meilleure solution. Les offices de tourisme aujourd'hui sont les plus à même et connaissent mieux le territoire que quiconque. Il ne s'agit pas non plus de fermer des emplois, parce que ça représente quand même une centaine d'emplois dans chaque région. Donc c'est vrai que c'est quand même des emplois qu'il faut pérenniser dans un secteur du tourisme qui est quand même un secteur d'emploi très fort. On vérifie quand même cette information aux étages supérieurs parce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un frein, mais en tout cas, la fiabilité de l'information qui est aujourd'hui présente sur les systèmes d'information, et j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est sans doute une valeur importante, économique aussi, mais c'est une valeur importante qu'on sous-estime aujourd'hui peut-être parce qu'on est assis quand même sur une poule aux œufs d'or. C'est pas pour rien aujourd'hui que tes privés viennent taper aux portes pour chercher l'information, c'est parce qu'elle a une vraie valeur, cette information, parce qu'elle est qualifiée. Et pour ça, il faut effectivement des étapes de validation et de saisie qui permettent d'avoir un processus normalisé et qualifié. On évite la double saisie, je rejoins un peu Nicolas, on va faire des passerelles. Alors, j'aime pas le mot passerelle parce que tout de suite, ça fait un peu peur. Mais on va faire des échanges avec des plateformes de commercialisation plutôt que de saisir l'information deux fois. Si elle est présente dans une plateforme ou un système d'information de label, par exemple, on va aller puiser l'info, puis on va la rapatrier sur le système d'information. Puis par contre, les infos complémentaires qu'un office de tourisme peut avoir sur le terrain, elles vont enrichir à nouveau l'autre système dans lequel on est allé piocher. Donc c'est un échange finalement d'informations qui au final, on donne une fiche en tout cas sur les cités, qui est pertinente, complète, à la fois sur l'information et aussi sur la commercialisation. Alors il y a peut-être une double logique à avoir, c'est sur l'information froide et puis sur les disponibilités, qui sont deux choses différentes. Alors moi je ne suis pas informaticien, c'est peut-être pas à moi d'imaginer le système technique, mais aujourd'hui il y a quand même des solutions en tout cas qui existent au niveau du marché qui devraient permettre de solutionner cette problématique-là. Et bien sûr, au final, il faut penser à l'ergonomie et à la rapidité parce que c'est un des critères essentiels aujourd'hui de recherche d'information. Donc tout ça, ce sont des problématiques qu'il faudra prendre en compte, mais sur lesquelles il y a sans doute des solutions et à plusieurs, avec l'expérience qu'on a tous, on peut sans doute trouver des solutions convenables à la fois pour l'internaute et à la fois pour le producteur de l'information. Merci Mathieu. On pose la question suivante. Comment on diffuse? Alors avec Const et LEI Insoft, comment ça marche, Nicolas? Ça marche. Non, effectivement, je pense qu'il faut partir du postulat que il y en a qui engrangent de l'information et puis ils attendent. Et puis, il y en a d'autres qui pensent qu'effectivement, la valeur de nos SIT est proportionnelle à l'ampleur de la diffusion qu'on en fait. Et ce d'autant plus qu'on est dans un écosystème du web qui est en pleine expansion, et que donc le mouvement doit suivre.
Donc, Constellinsoft propose des outils de syndication qui permettent de manière aisée à transmettre, à mutualiser nos bases de données avec d'autres sites, supports web et autres applicatifs. Et donc, on est dans une technique, une technologie qui permet maintenant de plus en plus facilement de partager nos bases de données. Et effectivement, comme l'a dit Nicolas, on est de plus en plus sollicité. Donc, je confirme, nos SIT ont quand même une certaine valeur. Maintenant, il faut aussi se situer dans le contexte où on a une mission de service public et que je pense qu'il faut aller plus loin et suivre le mouvement actuellement bien en vigueur de libération des données. Moi, je dis osons l'open data carrément. Et voilà. Merci. Donc, chez Google, la diffusion, elle semble assez claire. Tellement plus simple. Mais c'est ça, c'est pas à moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Eh bien, la diapo, elle a disparu. Eh bien, c'est pas grave, je vais tout vous dire. Google, il fait tout seul, et c'est ça qui est génial, fidèle à l'esprit de l'animation numérique de territoire. Encore une fois, on fait pas, on fait faire. Et ça, pour ça, Google, il est très fort. Et d'ailleurs, c'est son intérêt. Google, il ne maîtrise pas l'information. Ce qui l'intéresse, c'est maîtriser les tuyaux. Et il fait très bien. Et notamment par rapport à la Google Adresse, il a ouvert ses API il y a quelques jours encore, puisque Google, maintenant, c'est une nouveauté par semaine. Et donc, les privés peuvent se brancher dessus. Mais, alors c'est dommage, pour le coup, je n'ai pas les captures d'écran, mais Google Mobile, c'est 90% des recherches sur donc, smartphone. Dès la page d'accueil, on a la valorisation des Google Adresses. Évidemment, on est géolocalisé. Les recherches sur Google Desktop, ça doit être 80 et quelques % de mémoire, si mes souvenirs sont bons. Et dès lors qu'on va faire une recherche croisée, restaurant Pau, j'ai cette requête-là à l'esprit, vous pouvez y aller. Vous avez une dizaine de Google Adresses avant d'avoir peut-être à un moment donné des sites qui commencent à ressembler à des sites institutionnels. Dans ce cadre-là, par rapport au débat des SIT, sur la question de la visibilité des prestataires, et j'insiste bien sur ce point-là, je ne vois pas de raison de se priver de la visibilité mondiale, du SIT mondial, avec les normes mondiales de Google. Bon, merci Nicolas. Du coup, tu as commenté mon slide et c'est bien. Mais je vais reprendre celui-là quand même, si tu permets. Donc, comment on diffuse? Oui, la diffusion, elle est multiplateforme. En fait, elle est déjà sur le web. Alors c'est à l'échelle d'un site, mais c'est à l'échelle surtout de plusieurs sites. C'est une information qui est accessible et qui est diffusée sur plusieurs plateformes, notamment des applis mobiles, des applis de bureau. Alors quand je dis applis de bureau, c'est des systèmes d'accueil en fait au niveau des offices de tourisme, qui leur permettent aussi, parce que ça c'est quand même une plus-value aujourd'hui importante, c'est de pouvoir répondre, que ce soit à l'accueil par téléphone ou par mail, à une requête qui est effectuée par un client, avec un accès direct effectivement à la base de données et avec un système de recherche assez performant. Mais ça change quoi d'être avec du libre alors par rapport à Constel et Airsoft? Parce qu'on a le même discours, on a les mêmes outils, la même base de données. C'est un peu la même philosophie. Parce que si effectivement, moi je rejoins Nicolas, je dis osons l'open data et je répondrai à ta question à la fin en fait sur ça change quoi. Mais l'open data, voilà. Alors moi aussi je suis pour l'open data, mais je dirais qu'il ne faut pas y aller non plus comme ça et dire on ouvre tout à n'importe qui. Peut-être la logique c'est d'avoir deux flux distincts, un flux avec une information on va dire basique qui se limite à des champs conventionnels qu'on peut trouver généralement sur d'autres supports et qu'on mettra à disposition cette fois-ci peut-être effectivement gratuitement, mais après d'avoir un flux un peu plus complet qui celui-ci se monnaierait parce que c'est une information que je dis au départ qui était qualifiée et quand on dit open data on ne dit pas forcément gratuit en fait. Quand on dit libre on ne dit pas forcément gratuit non plus. Donc d'avoir cette logique-là et de rentrer peut-être en contact aussi avec d'autres opérateurs, pourquoi pas Google, qui seraient intéressés, je pense aussi, de récupérer ces données-là si elles étaient en open data et si elles étaient agrégées à un niveau national, évidemment. Bien, open data, on peut être explicité. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle est bien au clair là-dessus. Il y en a un de vous trois qui veut... ça va. Non, il n'y en a aucun de vous trois. Vous en parlez, mais vous ne savez pas ce que c'est. Si, c'est les données ouvertes, en fait. Voilà. La traduction, c'est les données ouvertes. Alors après, c'est vrai que je crois savoir qu'il y a une loi, et tu m'arrêtes si je me trompe, sur les données ouvertes, à laquelle le tourisme échappe un petit peu.
Mais donc c'est vrai que normalement les données publiques sont censées être accessibles à partir du moment où elles sont publiques par n'importe quel opérateur. Aujourd'hui, c'est vrai que le tourisme échappe à cette loi. Ceci dit, d'ouvrir les données permettrait de les diffuser un petit peu plus largement. D'ouvrir les données aussi, ça favorise un écosystème, on va dire, local, puisque à partir de ces données-là, des privés vont pouvoir les utiliser et développer leur propre système. Et donc au final, c'est au bénéfice de la destination, puisque de nouveaux outils vont arriver sur le territoire au service de l'utilisateur. Alors il y a sans doute une politique aussi, on ne va pas dire de vérification, mais un petit peu de contrôle sur ces applications pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour expliquer, il y a un atelier demain sur le sujet. Bon, voilà, mais tu me poses la question. Ok. Donc on passe au coût, au partenariat. Donc Constellation Soft, comment ça marche de ce point de vue-là? Alors... Ça marche, oui, on s'en doute. Le conseil général, le conseil régional sont là. Alors effectivement, la question, cher ou pas cher, that's the question. Effectivement, tout a un coût, donc encore une fois, on hérite d'une organisation, d'un système hyper compliqué à la française, et qu'en face, effectivement, on a des solutions qui sont elles aussi compliquées, qui évoluent sans cesse. Imaginez 17 versions, c'est du temps de développement, donc c'est de l'argent. Moi, je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de mettre en regard les enjeux économiques. Et moi, j'ai envie de citer 2 chiffres. Si on agglomère l'ensemble de nos SIT au niveau national, c'est quand même 11 000 personnes environ qui travaillent quotidiennement à la saisie, au contrôle, à la diffusion, au traitement de ces données. Et forcément que ces 11 000 personnes développent aussi des savoir-faire, des compétences et contribuent directement ou indirectement à l'innovation. Et donc je pense que cet investissement que l'on fait dans ces outils est intéressant. Deuxième chiffre, c'est le volume des données qu'on gère grâce à ces outils qui tiennent le coup pour gérer des bases de données quand même importantes. On peut estimer environ 1 million de données co-gérées au niveau national. Et donc tout ça me fait dire qu'on a quand même une réelle économie derrière ces outils. Et donc il faut les mettre en supermarché. Je pense qu'il faut les diffuser. Et pour ça, il faut trouver des partenaires costauds au niveau national, international. Et moi, je dis maintenant, il faut qu'on joue collectivement dans la cour des grands. Merci. Alors, est-ce que je l'ai cette fois? Oui, je l'ai. Eh bien, ma capture d'écran est revenue et puis elle est très bien finalement. Vous avez donc, je reprends pour tout à l'heure, l'exemple de la capture d'écran en mobilité avec la Google Adresse en premier, la capture d'écran avec la Google Adresse en tout premier aussi, le milliard de visiteurs uniques de Google.fr, les sites qui utilisent déjà et vont certainement encore utiliser demain encore plus et beaucoup plus vite l'API de Google pour se brancher et se syndiquer sur la Google Adresse. En gros, visibilité maximale égale jackpot. Combien ça coûte pour tout ça? Du temps d'animation numérique de territoire. Et j'aurais presque envie de dire que c'est là peut-être un des investissements les plus durables qui soit, puisqu'on travaille sur la continuité, sur le partenariat avec les prestataires, on les prend en main, on les amène à réfléchir, on les amène à produire. Et que ce temps-là, en faisant ça, on n'est pas non plus des heures, des centaines d'heures, des journées, très longtemps derrière nos bases à s'esquinter les yeux, à mettre à jour les bordereaux et les champs et les onglets et tout ça et tout ça. Le prestataire va valoriser lui son information parce que c'est son intérêt économique. Et si demain un nouveau géant devait apparaître, finalement Facebook est arrivé très très vite aussi, il y en aura peut-être un autre demain, parce qu'on aura mis en place des processus d'animation numérique de territoire durable, et bien on sera peut-être aussi en mesure très vite d'amener nos prestataires dans cette logique-là. Combien ça coûte? En fait, ça ne coûte pas plus cher qu'aujourd'hui. C'est juste qu'on mutualise au lieu d'éclater les budgets. Si on prend les 22 régions, les 90 départements et qu'on ajoute en fait le coût d'investissement de chacun, je pense que ça peut faire un chiffre assez important. Je ne me suis pas amusé à faire le calcul, mais j'imagine que si on les mutualise, ça permettrait en tout cas de favoriser dès le départ une mise suffisamment importante pour lancer des développements. L'avantage du libre, donc Ludovic, pour répondre à ta question, c'est aussi que ça favorise derrière une communauté de développeurs.
donc qui sont des ressources aussi dont on pourra disposer. Mais effectivement, le gros enjeu, il est surtout de pas éclater les budgets et de développer un outil commun au bénéfice de tout le monde. Alors, PPPP, c'est partenariat public-privé. Quel partenariat? Donc ça peut être aussi avec des privés, aussi avec Google, en termes de diffusion. Donc on ne s'exclut pas non plus d'un diffuseur qui, effectivement, comme l'a dit Nicolas, draine 90% des recherches aujourd'hui sur le web. Voilà, donc c'est vrai que c'est une vision, on va dire, mutualisée et ouverte en fait sur les privés, parce que c'est vrai que c'est aussi dans l'air du temps, mais si c'est dans l'air du temps, c'est bien que ça correspond aussi à un contexte économique qui est celui-là. Bien, mais on va terminer sur une dernière séquence. Qu'est-ce que vous pensez des deux autres solutions? Donc Nicolas, tu as la parole en premier et ça va déménager. Ouais. Bon, pour moi, Google, c'est un espèce de gros géant affamé qui se nourrit de tout et n'importe quoi. Puis quand il n'a pas assez faim, avec tout l'argent qu'il a, il achète des entreprises et leur contenu. Et puis, un jour, il finira par nous acheter aussi. Bon, c'est pas grave. Ce qui est plus embêtant, c'est que il contrôle rien, quoi. Effectivement, la Google Adresse, je suis pas content du concurrent voisin, je lui coupe, je lui ferme son établissement ou je vais lui mettre une photo bien dégueu. Enfin voilà. Donc il n'y a pas de contrôle et c'est quand même embêtant. Et pourtant Google nous met en avant son super-héros Google Panda et puis sûrement les petits amis qui vont sortir, Google Coin Coin, Cochonou et consorts. Et donc moi j'ai des doutes quand même sur l'avenir de Google. J'ai l'impression qu'il va finir par exploser en vol. En attendant, moi je suis pas contre quand même de lui syndiquer nos données parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il diffuse quand même pas mal. Le libre, c'est une idée sympa quand même. Moi je trouve le libre parce qu'effectivement derrière il y a toute une idéologie, une pensée aussi. C'est une idée sympathique. Mais quand même, il ne faut pas masquer les difficultés parce qu'effectivement, quand on fait appel au libre, à l'inverse des solutions intégrées comme Constellansoft, on est obligé de faire appel à des briques métiers et finalement, on paye assez cher la mise en relation de ces briques, les passerelles, les interfaces. Et au final, je ne sais pas si ça revient beaucoup moins cher. Et puis on parle de communauté de développeurs, on ne sait pas trop qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font. Toujours un peu angoissant, quoi, mais bon, voilà. Alors Nicolas, toi la parole. Sont très très bien ces photos. Alors, moi j'ai envie de vous montrer ça. Voilà, alors je vais plomber l'ambiance. Google a décidé de faire un test, Google a décidé d'investir sur le e-tourisme, Google a décidé, Google fait, Google est visible et Google a sorti sa page qui est une syndication intégrale de Google Adresse. Il doit y avoir de la syndication de Google Agenda. On peut syndiquer du Google Agenda, réfléchissez-y. Il y a du Google Offers, c'est du marketing. Voilà. Si demain Google décide de faire pareil pour chaque ville du monde, techniquement, il ne va pas être très embêté pour le faire. Et si on n'est pas déjà sur ces chantiers-là, on va prendre énormément de retard. Deuxième réflexion. On connaissait le pay-per-click. Avec toi, on apprend le pay-per-citation. Tu touches une com à chaque fois que tu dis Google? Écoutez, je suis là pour parler du gros truc, quoi. La deuxième chose, c'est, je vais plomber encore un petit peu l'ambiance. Souvenez-vous, l'an dernier, on avait un débat avec le monsieur de Google France, donc à Toulouse. Et je me souviens, Jean-Luc qui a posé la question, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour de brancher nos sites sur Google? Vos quoi? Nos sites, nos bases de données d'information touristique. Ah oui, mais ça sert à quoi? Parce que finalement, c'est nous qui vous fournissons l'outil, vous n'avez plus qu'à l'alimenter. Voilà, on peut se dire que nos sites régionaux, nos organisations régionales, peut-être un jour, c'est vrai, harmonisés à l'échelle française, espérons-le, souhaitons-le, seront en mesure d'intéresser le géant, mais je vous rappelle, lui, il se rémunère sur les tuyaux et sur le trafic qui passe par ces tuyaux. Donc, désolé, j'y crois pas. Bien, et Mathieu, à toi donc. Ouais, moi j'ai gardé le meilleur pour la fin en fait. Et tu pourrais rentrer en fait en Google Car au lieu de rentrer en taxi, non? Ça serait... Bon, voilà, si on fait confiance à Google et si on fait confiance aux prestataires, voilà à quoi ressemblera l'hôtellerie. Non, je me suis trompé, je vais d'abord parler de Constellansoft. Voilà, hein, je crois que l'image part d'elle-même.
Nicolas, on t'a reconnu. C'est vrai que c'est des usines à gaz, on en est tous conscients aujourd'hui. Voilà, le discours, à chaque fois qu'on veut rajouter une brique, un champ, etc., c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué de l'expliquer après aux prestataires ou aux élus. Et puis voilà, le deuxième finalement argument, c'est profit avant le service, et les actionnaires qui aujourd'hui sont derrière la plupart des sociétés de développement. On se demande si le profit n'est pas finalement avant le service rendu pour les utilisateurs. Voilà. Et puis on se demande aussi si demain le service public ne sera pas obligé de vendre le Palais Beaumont par exemple pour se payer la prochaine version. Et donc confier tout à Google, voilà à quoi ressemblera l'hôtellerie 4 étoiles demain. Voilà, bienvenue dans mon hôtel 4 étoiles. Et évidemment, tout le monde voudra avoir une piscine, tout le monde voudra être au bord de la mer, tout le monde voudra être super. Puis en fait, quand ça sera la réalité du terrain, voilà sur quoi on tombera. Effectivement, Nicolas, il n'y a pas de vérification et c'est un vrai problème. Et puis, si on regarde un petit peu dans le passé de Google, malheureusement, il y a des dossiers qui font mal. Et il reste des places au cimetière, hein, Google Wave, Google Adresse, on ne sait pas, peut-être bientôt, Google Buzz et des services qui, pourquoi pas Google Plus bientôt, parce que quand on voit l'utilisation qui en est faite, on s'inquiète un petit peu. Donc c'est vrai que confier les rênes et l'information à une société privée dont on ne sait pas ce qu'elle fera demain de son service, c'est quand même un risque que je ne prendrai pas. Eh bien, on vous remercie tous les trois. Donc, vous avez maintenant la possibilité, comme ce matin, de voter pour l'un des 3 scénarios. Ah oui, tu veux pas... Toujours... Pardon ? Pas de réaction, c'est après le vote. Ouais, juste après le vote, ouais. Mais si tu veux réagir pendant le vote, on peut commencer déjà. Ça te permet aux gens de noter l'adresse, flasher le... Voilà. La question, c'est est-ce qu'il y avait des élus dans la salle ? Parce qu'il y a eu un tweet qui disait s'il y a des élus dans la salle, ils ne vont pas tout comprendre. Hein ? Et puis un autre tweet qui disait attention, ça fait mal au cerveau. Donc des fois il y avait des termes qui étaient sans doute un peu compliqués. Alors on a surtout réagi autour de Google en numéro 1, après de l'open source et enfin de Costello Soft, qui était super crédible. Hein, vraiment Nicolas, de la part des tweeteux, il est super crédible. Par contre Google, ça attire mais ça pose beaucoup de questions. Tout mettre dans Google, pourquoi pas, en espérant que le Google SIT ne finisse pas comme Google Wave, Google Buzz, Google Labs, Google Health, etc. Donc c'est vrai, Nicolas, que ça peut être un risque. Et puis, est-ce que Google Adresse permet de valider la cohérence des contenus, d'exporter, de générer des flux, par exemple? Et enfin, et là tu vas peut-être pouvoir répondre, Nicolas, est-ce qu'il existe déjà des sites avec Google comme SIT? J'ai beaucoup cherché cette liste-là, vous imaginez bien, c'est ouvert, les API sont ouverts depuis quelques jours à peine, donc il va peut-être falloir trouver un moment avant d'avoir cette liste-là. Ceci dit, il me semble, sauf erreur de ma part, que le site David dis-moi où reprend, quand les fiches ne sont pas créées sur ce site-là, reprend en suivant des Google Adresses dans son outil-là. Donc ça montre qu'il y a quand même des géants privés qui s'intéressent à ça, et c'est en ce sens-là que moi je suis plutôt assez serein sur la pérennité de l'outil. Après, encore une fois, il ne faut pas se tromper, moi je parle bien de la visibilité du prestataire, du privé. C'est le privé lui-même qui va faire son information, ce n'est pas l'office de tourisme. L'office de tourisme, lui, il est là pour aider le privé à se rendre visible. Donc l'office de tourisme n'envoie pas ses informations chez Google sur la visibilité. Moi, c'est vraiment sur ce point-là que je tiens à être très précis. Et enfin, d'autres questions par rapport au SIT open source. A priori, il en existe déjà au moins 3. Nous dit un tweet de La Rochelle, mais par contre, j'ai demandé de les préciser, on ne m'a pas dit lesquels. Alors Mathieu, tu dois sans doute les connaître. Est-ce qu'il y a déjà des SIT open source? Oui, j'avais vu un article, je crois que c'est Sébastien qui en avait parlé. Mais non, je ne connais pas le nom. Après, peut-être oui, il s'agit de partir là-dessus, mais moi, mon idée, c'était plutôt de partir presque de zéro, en fait, sur un cahier des charges ou une réflexion mutualisée, plutôt que de partir d'un existant, parce que je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont. Ils n'ont pas été forcément favorisés aussi, parce qu'ils ont été développés peut-être en local. Voilà, je ne connais pas le contexte politique local, mais s'il doit y avoir une réflexion sur le libre, je pense qu'elle doit se faire avant tout à un niveau un petit peu plus élevé pour qu'elle puisse se prendre, parce que ce n'est pas un écosystème, à mon avis, qui à une échelle locale, en tout cas au départ, partira facilement.
Ok, bah écoutez, on vous remercie tous les trois, et puis bah, c'est le moment, je crois, de passer aux résultats. 39 réponses. Alors, La cité, c'est du libre pour 15, chez Google pour 13, et chez Constellansoft pour 7. pour 7. Pour 7. Et aucun de ceux-là pour 4. Oui, parce que là, on était à 3, mais il rafraîchit rapidement. Voilà. Donc, c'est serré quand même. Hein. Personne n'a convaincu totalement, du deux. Ah, on a quand même un avantage assez net pour le libre, non? Un avantage assez net pour le libre. Donc, vous êtes pour mutualiser vos ressources. Ouais. Souvenez-vous-en. Notamment quand il y aura une réunion entre les CDT et le CRT. Voilà. Alors justement, il y a eu une petite réunion un peu off hier en début d'après-midi, organisée notamment à l'initiative de Karine Fege et Paul Fabing. Donc Karine, si tu veux bien nous rejoindre pour nous en dire deux mots, qu'est-ce que vous avez envisagé de faire, dans quel sens et comment vous analysez ces votes peut-être. Puis on applaudit Karine très fort parce que pendant ces 2 jours, c'est la seule femme qui va mettre les pieds sur cette estrade. Comme d'habitude, on est extrêmement... non, ouais, mais en atelier, mais pas en plénière. Alors Karine, qu'est-ce que vous vous êtes dit hier et qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Alors oui, il y avait une petite réunion off hier entre les SIT des différentes régions. Il y avait une dizaine de régions qui étaient là et l'idée était justement de confronter nos points de vue et voir un petit peu ce qui nous regroupait. Le premier élément qui est très intéressant, c'est que si nous avons des situations qui sont toutes très différentes, ne serait-ce que par le contexte, par les modes de gouvernance, par les batailles locales ou pas, par les modèles économiques, par les outils, il y a par contre une chose qui nous réunit, c'est cette problématique qui est posée là aujourd'hui, c'est l'avenir des cités. Est-ce quelque chose qui a vraiment un intérêt, qu'on voit tout ce qui se passe, et on reste persuadé qu'il y a effectivement encore des choses à faire, mais que l'élément clé, c'est de savoir comment se positionner. On a donc réfléchi sur 6 ou 7 problématiques qui seraient de nature à être travaillées ensemble. Et comme vous, comme nous tous, nous n'avons pas énormément de temps à passer, on a choisi 3 thématiques sur lesquelles on va réfléchir ensemble. Et ça tombe bien puisque c'est 3 thématiques qu'on retrouve là. La première des thématiques sur lesquelles on a dit qu'on allait réfléchir ensemble, alors SIT, au sens large du terme, nous ne sommes pas des ayatollahs et c'est des responsables de la cité, quel que soit le niveau territorial, qui sont les bienvenus pour pouvoir réfléchir à ces thématiques. La première thématique sur laquelle on va réfléchir, c'est la problématique de la diffusion. Essayer d'harmoniser notre discours par rapport aux diffuseurs, harmoniser les aspects juridiques, mais aussi les positions les uns et les autres, réfléchir aussi comment favoriser l'accès à la donnée pour faciliter la diffusion et harmoniser d'une région à l'autre, puisqu'on s'est rendu compte les mêmes demandes des mêmes diffuseurs. Le deuxième chantier... le thème de l'open data dans cette... Bien entendu, puisque la question qui se pose par rapport à la diffusion, c'est que diffusons-nous, avec quel niveau de facilité et jusqu'où allons-nous? La solution extrême étant l'open data, qui présente des intérêts, qui présente des risques. Demain d'ailleurs, on a un atelier sur le sujet qui va, à mon avis, permettre de faire émerger pas mal de choses intéressantes. Le deuxième sujet sur lequel on va travailler ensemble, c'est la problématique de l'animation de réseau, la gouvernance, puisqu'on s'est aperçu que la gouvernance est quand même un des éléments clés, de facteurs clés de succès des cités, et aussi de la qualité de la donnée. Donc un groupe va réfléchir sur les bonnes pratiques et aussi peut-être les erreurs à éviter en termes de gouvernance. Le troisième sujet qui va être réfléchi entre les SIT, ça va être la problématique de la prospective, qui est exactement cet atelier. C'est-à-dire comment demain les SIT peuvent se positionner pour garder une vraie valeur ajoutée, travailler et apporter un service là où il y a une raison d'être, et puis très clairement dans d'autres domaines, peut-être trouver d'autres solutions. Donc la problématique de la prospective. Donc ces 3 sujets vont être des sujets sur lesquels nous allons travailler par petits groupes, vraisemblablement beaucoup à distance, et l'idée c'est qu'une fois par an on se retrouve tous ensemble, peut-être à l'occasion des ET8, ET9, ET10, pour remettre en commun un petit peu nos réflexions, les avancées, vous faire un retour. Alors, si vous voulez participer, aucun souci. Le plus simple, encore une fois, on va essayer d'être pragmatique. Vous me donnez votre carte de visite,
on vous ouvre l'accès à un premier document Google, qui est un document Google sur lequel on a toutes les adresses de tout le monde, ce qui permet de faire des copier-coller quand on envoie à tout le monde une information. Soyons simples. Donc, déjà, on aura la liste de tous ceux qui sont intéressés par le sujet. On pourra la partager. Et il y a un deuxième document qui existe déjà sur Google, qui est la liste de chacun d'entre nous, les diffuseurs que l'on a, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a au moins 6 ou 7 diffuseurs qui sont venus taper à toutes les régions et avec qui on a pu discuter, faire des contrats de partenariat. Donc, on va regarder pour avoir un maximum de cohérence pour être le plus efficace possible. Il y avait un des ateliers qui avait été proposé, qui était de travailler sur la norme. Nous ne l'avons pas choisi. La norme est le standard. Donc, pour ceux qui sont dans cette histoire depuis un bon moment, nous n'allons pas travailler sur la norme, en tout cas pas pour l'instant. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure. La norme, pour l'instant, c'est la norme Google. Donc, voilà. Donc, bienvenue. Vos cartes de visite, il y a Paul, il y a tous les responsables de SIT sont dans la salle. Vous les connaissez. Ceux que vous connaissez, vous leur passez. Et puis, voilà, on communique. Très bien. Merci, Karine. Et merci à vous trois également. Il faut les applaudir, oui.